La période des fêtes, avec ses festins copieux, ses cadeaux éclatants et ses retrouvailles enchantées, incarne la paix et le bonheur. Mais pour la petite Katrina, 8 ans, cette magie a viré au cauchemar. En courant vers la porte d'entrée, elle s'écria « Père Noël, Père Noël !» Comment aurait-elle pu savoir que derrière le sourire jovial du Père Noël se cachait un homme aux intentions malveillantes? Bienvenue sur Histoire d'un crime, la chaîne où nous plongeons au cœur des mystères obscurs et des intrigues troublantes. Préparez-vous à découvrir des récits fascinants et des enquêtes palpitantes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Notre histoire commence à Covina, en Californie, où la famille Ortega est au cœur de notre récit. Covina est une ville de banlieue située à environ 35 km à l'est de Los Angeles. Joseph et Alicia Ortega, respectivement âgés de 80 et 70 ans, sont mariés depuis un demi-siècle. Ils sont le pilier d'une famille soudée qui se réunit régulièrement pour célébrer Noël dans leur maison familiale. Le couple a eu 5 enfants, Sylvia, Charles, James, Alicia et Laetitia. Ensemble, ils ont bâti une vie de réussite, de stabilité et de chaleur. Immigrants ayant travaillé dur pour réaliser le rêve américain, ils ont ouvert un atelier de peinture prospère. Au fil des années, la famille s'est agrandie, leurs enfants se sont mariés et ont fondé leur propre famille. Les célébrations du réveillon de Noël sont une tradition très appréciée, où la famille se réunit avec les parents élargis, la belle famille et les enfants pour partager l'esprit des fêtes. La veille de Noël 2008 ne fait pas exception à cette longue tradition. En ce 24 décembre, Joseph et Alicia sont entourés de leurs 5 enfants, ainsi que de leurs petits-enfants et de la famille élargie. Au total, une trentaine de personnes réveillonnent joyeusement dans la maison familiale. La plupart des enfants jouent près de la piscine, dans le jardin ou aux jeux vidéo dans le fond de la maison. Michael Ortiz, un adolescent de 17 ans et petit-fils de Joseph et Alicia, préfère se mettre devant l'ordinateur au premier étage. La soirée touche à sa fin et quelques convives commencent à se diriger vers la sortie. C'est à ce moment-là, peu avant 23h30, qu'on frappe à la porte. Dans cette ambiance chaleureuse, personne ne se méfie. C'est la fille de Laetitia, Katrina, âgée de 8 ans, qui se précipite vers l'entrée en s'écriant « Père Noël, Père Noël !» La fillette tombe alors nez à nez avec celui qu'elle attendait, enfin presque, car c'est une version sombre et armée du personnage à la barbe blanche et au costume rouge qui apparaît sur le pas de la porte. Dans sa hotte, pas de cadeau, mais plusieurs armes de poing et un paquet emballé dissimulant un compresseur d'air capable de pulvériser du carburant. L'homme se tenant dans l'embrasure de la porte sort une arme et, sans sommation, tire au visage de la jeune fille, la blessant. Mais ce n'est que la première détonation d'une nuit d'horreur. Alors que les tirs pleuvent, les 2 oncles de la fillette, Charles et James, tombent à terre. Le premier reconnaît l'assaillant et prend le temps de crier « C'est Bruce !» Malgré leurs blessures, ils se relèvent. Même ensanglantés, ils se sont levés, se sont mis debout. Ils ont essayé de l'attraper, de l'arrêter. Racontera plus tard Irma Chapa Ortega, nièce de Joseph et Alicia. Dans un tourbillon de chaos, l'homme, implacable, sème la terreur sans distinction. Les invités sur le point de partir se retrouvent soudainement en danger, particulièrement ceux près de la porte. Les grands-parents, Joseph et Alicia Ortega, leurs 3 filles et les belles-filles, Teresa et Sherry, cherchent désespérément refuge pour échapper au bal. Tout le monde a commencé à paniquer et nous avons tous plongé sous la table de la salle à manger, se souvient Laetitia, la mère de Katrina. Heureusement, les plus jeunes convives, éloignés de la scène, échappent à l'horreur immédiate.
Le réveillon avait commencé comme une soirée ordinaire, mais il a rapidement pris une tournure cauchemardesque. L'homme, sans discernement, a ouvert le feu, fauchant ceux qui se trouvaient sur son chemin. En quelques secondes, la fête de famille s'est transformée en un véritable carnage. Mais son plan macabre ne s'arrêtait pas là. Avec un compresseur d'air, il a pulvérisé du carburant dans toute la maison, prêt à l'embraser avec une fusée éclairante. Les flammes des feux de cheminée ont déclenché une explosion, transformant la maison en un brasier infernal. L'incendie s'est propagé à une vitesse fulgurante, consumant tout sur son passage et effaçant toute trace du massacre. Alors qu'il manipulait son lance-flamme, l'homme s'est accidentellement enflammé, subissant des brûlures de second et troisième degré sur ses mains, bras, jambes, dos et cou, tandis qu'une partie de son costume de Père Noël fondait sur sa peau. Brûlé et désespéré, il a dû changer de plan. Il s'est rendu, seul et souffrant, à la maison de son frère à Silmar, à 65 km du lieu du crime, son costume de Père Noël collé à sa peau brûlée. Quand les pompiers sont arrivés, la maison de famille n'était plus qu'un brasier. Devant l'entrée, une paire de fausses lunettes et un bonnet rouge et blanc gisaient, témoins muets de l'horreur qui s'était déroulée. En quelques minutes, l'attaque avait brisé des vies, laissant derrière elle une traînée de morts et de dévastation. 9 personnes ont perdu la vie, Joseph et Alicia Ortega, 4 de leurs enfants, Sylvia, Charles, James et Alicia, 2 belles-filles, Cherie et Teresa, et le petit-fils Michael Ortiz. 16 personnes se retrouvent orphelines. 3 des victimes sont mortes des suites de blessures par balle. 4 autres ont succombé à une combinaison de blessures par balle et de l'incendie. Et 2 personnes, dont Michael Ortiz qui se trouvait à l'étage, sont mortes dans l'incendie. Laetitia est la seule survivante parmi les enfants de Joseph et Alicia Ortega. Miraculeusement, Katrina, la fille de Laetitia, a survécu, bien que profondément traumatisée, portant à jamais les cicatrices physiques et émotionnelles de cette nuit. En plus de Katrina, une adolescente de 16 ans a reçu une balle dans le dos, mais a survécu. Après le massacre, l'homme sera retrouvé mort tôt le lendemain matin dans la maison de son frère, avec une blessure par balle à la tête auto-infligée. Il a sur lui 17 000 $ emballés sous plastique et scotchés à son corps, et un billet d'avion pour l'Illinois. Sous le costume de Père Noël se cachait Bruce Jeffrey Pardo, l'ex-mari de Sylvia Ortega. Bruce, un ingénieur électricien de 45 ans, avait épousé Sylvia en janvier 2006. Sylvia, assistante administrative chez un fleuriste, avait 3 enfants issus de 2 mariages précédents. Cependant, leur mariage fut semé d'embûches dès le début. Bruce cachait de nombreux secrets, dont un fils issu d'une relation antérieure, et de graves problèmes financiers. Il refusait d'ouvrir un compte bancaire commun et s'attendait à ce que Sylvia utilise ses propres finances pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Bruce était également connu pour son problème de jeu et ses dettes importantes. Début 2008, Sylvia demanda le divorce, qui fut finalisé une semaine avant le massacre le 18 décembre. Bruce fut condamné à verser à Sylvia 10 000 $ et 1 800 $ par mois de pension alimentaire. Il perdit l'accès à sa maison familiale et aux chiens du couple, et Sylvia conserva sa coûteuse alliance. Ses finances étaient en mauvais état, et il perdit son emploi chez ITT Electronic Systems après avoir falsifié ses heures de travail. Bruce tomba dans un état de colère et de dépression, alimenté par l'amertume envers Sylvia et sa famille. Il se plaignait que Sylvia vivait avec ses parents, ne payait pas de loyer et dépensait sans compter pour des luxes. Beaucoup pensent que ces affirmations étaient faites par dépit. Bruce préparait le massacre depuis des semaines, voire des mois. Il avait acheté les armes au fur et à mesure, les matériaux nécessaires à la construction du lance-flamme, et avait même loué une voiture pour s'enfuir après son acte de vengeance. En plus de tuer son ex-femme et sa famille, il avait l'intention de fuir les lieux et peut-être même de fuir le pays.
Il avait réservé un billet d'avion le matin de Noël de Los Angeles à Moline, dans l'Illinois, ou encore au Canada. Les sources diffèrent. Il avait appelé un ancien ami d'école et s'était arrangé pour lui rendre visite, bien que les enquêteurs aient par la suite cru qu'il s'agissait d'une sorte de stratagème. Il avait garé sa voiture de location près de la maison de son frère, à Sylmar, à environ 60 km de Covina. La voiture était remplie de cartes et d'argent liquide, tandis qu'une autre voiture de location, une Toyota, était garée près de l'avocat spécialisé en divorce de son ex-femme, également remplie de fournitures, y compris des cartes du Sud-Ouest et du Mexique. Son véhicule de location a été installé comme un piège pour prendre feu s'il était déplacé. Heureusement, l'engin incendiaire a été désarmé et personne d'autre n'a été blessé. Les conséquences du massacre ont laissé la famille Ortega et la communauté Covina sous le choc. 9 membres d'une même famille ont été sauvagement assassinés. La maison familiale autrefois festive avait été réduite en cendres et les membres survivants devaient faire face à l'énormité de leur perte. Il est devenu clair que Bruce avait agi avec un sentiment de ressentiment et de colère profondément ancré envers Sylvia et sa famille. Le massacre était le point culminant de sa rage et de son désir de vengeance suite à l'échec de son mariage et à ses difficultés financières. Les préparatifs élaborés de Bruce, y compris son déguisement, son arsenal d'armes et son lance-flammes artisanal, indiquaient une préméditation et une intention calculée de détruire. L'incendie déclenché par lui a détruit une grande partie des preuves et de nombreuses victimes ont été méconnaissables. Des dossiers dentaires étaient nécessaires pour identifier les corps. Dans les jours qui ont suivi le massacre, la nouvelle de cet horrible crime s'est répandue à travers le pays, laissant les gens choqués par la brutalité des actions de Bruce. Il n'avait pas de casier judiciaire, ni d'antécédents de violence. De nombreuses personnes le décrivaient comme un homme amical qui allait souvent à l'église. Mais les journaux racontent que, dans sa jeunesse, Bruce adorait être au centre de l'attention, en apportant une poupée gonflable à son diplôme universitaire. Il allait et venait à sa guise, et a même laissé une de ses copines à l'hôtel le jour de leur mariage, lui volant 3 000 $ de ses économies pour partir en vacances en solo à Palm Springs. Lorsqu'une autre ex-petite amie est tombée par-dessus bord d'un bateau dans un lac et a failli se noyer, tandis que Bruce riait, semblant ne pas comprendre la gravité de la situation. Après le massacre, il est également apparu que Bruce avait prévu de tuer sa propre mère, car elle sympathisait avec Sylvia lors de leur procédure de divorce. La ville a organisé des veillées et des services commémoratifs pour honorer les victimes et soutenir les membres survivants des familles. Il semblerait que chaque veille de Noël depuis le massacre, la communauté se soit réunie pour se souvenir des vies perdues et pour apporter du réconfort à ceux qui sont encore en deuil. Ce qui était autrefois un moment de fête est devenu une période de réflexion et de deuil pour toute la ville. Les années ont passé, mais l'Amérique se souvient encore du massacre du Santa Killer. Katrina n'a pas oublié, elle non plus. Au milieu du carnage, un miracle s'est en effet produit. La petite Katrina, qui avait ouvert en toute innocence au tueur, a survécu. La balle qui a traversé sa joue est ressortie par la mâchoire. Sa mère, Laetitia, a même adopté la fille de sa sœur, Sylvia. Katrina est aujourd'hui une étudiante engagée dans la lutte contre la vente des armes à feu. En mars 2018, à Pasadena, où elle vit désormais, elle est sortie de l'anonymat lors d'une manifestation contre les tueries de masse qui endeuillent régulièrement les établissements scolaires américains. J'ai survécu à une balle dans le visage, une balle dans la joue, et j'ai perdu mes proches. Je ne veux pas que d'autres familles vivent ce que nous avons vécu, a déclaré la jeune fille, qui dénonce la législation sur les ventes d'armes aux États-Unis.
Je sais que ma famille, mes anges, me regardent. Je me bats pour eux. Laetitia Ortega était l'une des rares survivantes. Elle a réussi à s'échapper avec sa fille en sautant par la fenêtre du 2e étage après le début de la fusillade. Cependant, cette nuit-là, elle a perdu de nombreux membres bien-aimés de sa famille. Le traumatisme psychologique de cette nuit a laissé des cicatrices durables sur les survivants, dont beaucoup ont lutté contre les conséquences émotionnelles du massacre pendant des années. Malgré l'écrasante tragédie, les survivants de la famille Ortega ont travaillé pour trouver des moyens de guérir et d'honorer la mémoire de ceux qu'ils ont perdus. Laetitia, en particulier, est devenue une défenseure de la prévention de la violence armée. Plus de 1500 personnes ont assisté aux funérailles de la famille Ortega, suivies d'inhumations privées dans leur ville natale de Covina. Leur mort constitue l'un des meurtres de masse les plus tragiques et les plus dévastateurs de ces dernières années aux États-Unis. Les survivants de la tuerie resteront à jamais marqués par ce réveillon cauchemardesque. Laetitia est la seule survivante de la fratrie. 5 ans après, elle tente de préserver un semblant de tradition en apprenant à reproduire la recette phare de sa mère, Alicia, le pozole. Partout où l'on se tourne, il y a des souvenirs de ce que nous avions l'habitude d'avoir, puis des souvenirs de cette nuit-là. On ne peut pas y échapper. Noël sera toujours là et nous continuons à le célébrer. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez trouvé cette enquête aussi intéressante. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos théories dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires captivantes. À bientôt.